Alors, on débute la deuxième session qui, elle, est consacrée à la modélisation du secteur de l'approvisionnement avec un zoom sur l'approvisionnement en combustibles fossiles et en pétrole et gaz plus particulièrement. Alors, on est toujours dans le cadre de notre analyse de la modélisation des systèmes énergétiques. On a discuté de la demande de chaque secteur, de la transformation avec l'exemple du secteur électrique. Et là, on va se positionner plus en amont sur l'offre et l'approvisionnement en combustible. Alors, on va discuter rapidement tout d'abord quelques généralités sur ce secteur des combustibles fossiles et des hydrocarbures, discuter des prix et des itérations qu'on peut faire entre l'offre et la demande, notamment pour les combustibles fossiles, vous présenter la structure du modèle à proprement parler. On va discuter des profils de production et des investissements qui sont nécessaires pour l'approvisionnement. On va présenter le module raffinerie et enfin, on finira sur des questions très importantes sur la durabilité de l'industrie des hydrocarbures en général. Peut-être, je précise également que nous aurons dans le cadre des universités à IE Afrique une présentation qui sera dédiée au pétrole tout particulièrement, qui aura lieu en avril et qui sera donnée par un collègue de l'AIE qui fait partie de l'équipe pétrole et donc qui regarde de très près les évolutions du marché pétrolier. Donc, si vous avez des questions très précises, notamment, je pense aux personnes qui sont du ministère des hydrocarbures en RDC, si vous avez des questions très précises, on aura aussi un échange un peu plus tard dans l'année avec quelqu'un qui est vraiment très expert des marchés pétroliers. Alors, on débute et, comme souvent, avec une question Menti. Alors, on en vient sur la question de l'approvisionnement. Alors, selon vous, quels sont les paramètres clés dont il faut tenir compte pour réaliser des exercices de modélisation de l'approvisionnement? On vous propose 5 réponses. Les prix, les ressources, les réserves, la demande ou la viabilité économique des projets. Alors, comme souvent, il n'y a pas une seule ni une bonne réponse. Tous ces éléments sont importants. Alors, de notre point de vue et selon la manière dont nous faisons cet exercice de modélisation, ce sera la demande qui sera un des facteurs les plus importants et c'est aussi celui que vous avez mis en premier, ainsi que les prix qui vont aussi beaucoup jouer. Évidemment, la question des ressources et des réserves, dont on verra qu'il y a une distinction, est elle aussi très importante. Et de tous ces éléments découle la viabilité économique des projets. Donc ces notions sont évidemment interconnectées, mais si on ne devait retenir que deux éléments, ceux dont on tient le plus compte dans notre modélisation à l'AIE, ce sera la demande et les prix. Merci pour vos réponses. Alors, je vous propose une autre question tout de suite. On a beaucoup parlé à une époque du pic pétrolier, donc ce moment où la production atteindrait un maximum, puis diminuerait continuellement. Selon vous, est-ce que ce pic, nous allons l'atteindre très prochainement ou plutôt dans très longtemps? Alors, c'est un petit peu vague, hein, très prochainement, dans très longtemps. On n'a pas mis des années précises, mais c'est pour vous laisser aussi un maximum de liberté.
À nouveau, hein, je vous invite à répondre en utilisant le Menti plutôt que la fonction question-réponse ou le chat pour que chacun puisse voir les réponses. Alors, on a eu une personne qui a répondu que ce serait très prochainement et pour la majorité d'entre vous, ce serait plutôt à droite, donc plutôt dans assez longtemps. On va en rediscuter dans cette présentation, mais c'est intéressant d'avoir vos réponses. Et enfin, une troisième question. Euh, Selon vous, est-ce que nous aurons encore besoin de pétrole à l'avenir, même dans un scénario développement durable? Donc, ce que à l'AIE on définit comme notre scénario développement durable, c'est un scénario qui est en accord avec les objectifs climat de réduction des gaz à effet de serre pour tenir l'objectif de l'accord de Paris, donc de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et de faire tous les efforts pour qu'il soit à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. D'accord, donc pour l'immense majorité d'entre vous, même dans cette trajectoire de réduction très forte des émissions de gaz à effet de serre pour nos objectifs climat, nous aurons encore besoin de pétrole à l'avenir. Écoutez, je ne déflore pas la réponse, ou en tout cas nos analyses sur ce sujet. Je vous propose qu'on en reparle dans une seconde avec la présentation. Merci beaucoup pour ces réponses. Et je rebascule sur la présentation. Alors, on démarre avec quelques généralités. Une première diapositive où on va parler de pétrole et de gaz et on va regarder un petit peu quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce domaine. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a différents types d'acteurs. En jaune, ce sont les majors, donc les grandes entreprises internationales, BP, Shell, Total, Exxon et d'autres. On a également des acteurs indépendants. On a des compagnies pétrolières nationales et dans certains cas, des compagnies pétrolières nationales qui se sont internationalisées. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'oil and gas est assez fractionné avec différents acteurs. Et on voit que selon ce qu'on regarde, que ce soit la réserve ou les productions, on a des profils différents. Mais il faut garder en tête que les compagnies pétrolières nationales détiennent encore les 2 tiers des réserves de pétrole et 60% des réserves de gaz. Et donc, selon les acteurs, les stratégies et les positionnements seront différents dans le secteur. Premier point sur les acteurs. Si on regarde maintenant les ressources, alors à gauche le pétrole et à droite le gaz, la portion du graphique qui est sombre, c'est la production cumulée extraite jusqu'à présent. Donc, c'est tout ce qu'on a exploité comme pétrole et comme gaz. Donc, en regardant ce graphique, on peut avoir le sentiment qu'on en a exploité très peu et qu'il en reste énormément. Euh, alors, c'est vrai et c'est en fait un petit peu plus compliqué que cela. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre connaissance des ressources, elle évolue au fil du temps, elle évolue au fil des connaissances scientifiques, des capacités technologiques. Donc, il y a des réserves dont on n'avait pas connaissance au début de l'exploitation du pétrole. Cela étant, ce qu'on a exploité jusqu'à présent, ce sont les ressources les plus faciles à exploiter, les plus économiques, les plus disponibles. Si on refait juste un peu d'historique, l'industrie du pétrole est née dans les années 1860 en Pennsylvanie, aux États-Unis, et puis elle a suivi aussi dans le Caucase, notamment à Bakou. Et à l'époque, on parle vraiment d'une industrie qui est relativement basique. On fait des trous dans le sol et le pétrole jaillit. Contrairement à l'électricité, on n'a pas eu besoin d'un Thomas Edison ou de prix Nobel ou de scientifiques ou d'ingénieurs qui ont vraiment travaillé sur la technicité des premières exploitations de pétrole.
Évidemment, cela a beaucoup changé depuis. C'est une industrie qui est de pointe, extrêmement technologique, extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on sait, on est capable d'exploiter du pétrole sous 3 km de mer au large et 2 km de croûte terrestre. Donc cela a changé. Mais tout cela pour dire que ce que l'on a exploité, on a commencé par exploiter les ressources les plus faciles. Et donc les ressources qui restent sont potentiellement les plus difficiles à exploiter ou celles qui seront exploitables au prix le plus élevé. Et notamment, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a une distinction forte entre les pétroles et gaz conventionnels et non conventionnels, les non conventionnels étant beaucoup plus complexes. Un dernier point aussi sur cette question des ressources, et juste, je voudrais citer l'ancien ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, qui disait que l'âge de pierre ne s'est pas achevé parce qu'on d'un coup on n'avait plus de pierre. On est passé dans une autre phase parce que il y a eu d'autres besoins, une autre demande. Donc, il est très probable, même presque certain, qu'on ne va pas exploiter la totalité du pétrole et du gaz disponible et qu'on n'attendra pas d'avoir tout exploité pour passer à d'autres énergies. C'est d'ailleurs absolument nécessaire si l'on veut respecter nos objectifs climat. Et il y a beaucoup de campagnes, notamment d'ONG, qui ont des slogans très forts sur le fait de laisser les ressources dans la terre et de cesser de les exploiter, puisqu'on sait très bien que leur exploitation amène à de nombreuses émissions. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette question des ressources pétrolières. Si on regarde un peu plus le gaz, et notamment la situation de l'Afrique, c'est intéressant de garder en tête qu'il y a de grandes découvertes qui ont été faites en Afrique pour les ressources gazières entre 2011 et 2018. À peu près 40% des découvertes mondiales ont été faites en Afrique. On pense à l'Égypte, on pense en Afrique de l'Est, le Mozambique, la Tanzanie, le Sénégal, la Mauritanie et aussi l'Afrique du Sud. Et donc ça offre des perspectives pour que l'Afrique exploite et exporte davantage de pétrole. On le voit sur ce premier graphique, d'ici 2040, l'Afrique pourrait être au-dessus de ce que l'Australie exporte aujourd'hui en termes de gaz, mais ça permet aussi de développer les marchés nationaux. Aujourd'hui, le gaz est une énergie de niche en Afrique. Elle est très utilisée en Afrique du Nord, mais sur le reste du continent, on s'en sert relativement peu. Et donc, il y a des perspectives d'utiliser le gaz à la fois pour la génération électrique, mais aussi comme un intrant dans l'industrie, pour la production de chaleur et pour d'autres usages. Vous voyez à droite que la demande de gaz en Afrique pourrait être presque aussi forte que celle de l'Union européenne en 2040, selon notre scénario de l'Afrique à crise. Si on regarde la question maintenant des revenus que l'on peut dégager de l'exploitation des hydrocarbures, alors on a analysé sur 10 pays d'Afrique, les 10 premiers producteurs d'hydrocarbures, et on a regardé comment les recettes des États ont évolué chaque année. Et ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement volatile, avec des années à plus de 300 milliards et d'autres à peu près 60 milliards de dollars de recettes. Et si on regarde corrélativement la dépense des gouvernements, eh bien, on voit que quand les recettes publiques augmentent, la dépense va suivre. En revanche, quand on est dans des phases de contrition, eh bien, c'est plus difficile de réduire subitement les dépenses publiques. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir pour les États qui dépendent fortement des hydrocarbures pour diversifier leur économie. D'autant plus que quand on regarde à l'avenir, on imagine dans des scénarios de politique annoncée que les revenus pourraient reprendre à la hausse, mais ne jamais atteindre les niveaux qu'on avait au début des années 2010. Et dans un scénario d'une transition énergétique accélérée, où la demande en pétrole serait plus faible, là, les revenus seraient vraiment très clairement très faibles et presque aussi faibles que ceux des pires années de la décennie 2010. Pour quelle raison? Puisque avec moins de demande, ce sont les ressources pétrolières les plus économiques, les plus faciles à exploiter qui seront celles qui seront valorisées et exploitées. Et on a une très très forte concurrence internationale pour l'approvisionnement pétrolier, notamment venant des États-Unis avec les pétroles et gaz de schiste qui ont contribué à 50% de la croissance de la demande
de pétrole sur les dernières années. Donc un message très fort de diversification des économies pour les producteurs. Et je voudrais juste finir avec justement ces perspectives sur la demande en pétrole. Si l'on regarde entre 2010 et 2020, on a augmenté de à peu près 10 millions de barils par jour la demande en pétrole. L'an dernier, dans notre exercice de projection dans le World Energy Outlook, on imaginait que cette croissance allait continuer sur un niveau à peu près similaire à celui qu'on avait connu et que cette croissance serait déterminée par la demande en produits pétroliers dans les véhicules, donc les voitures, mais aussi le transport de longue distance, donc l'avion, les bateaux, la navigation, ainsi que la pétrochimie. Cette année, on a évidemment révisé nos projections, puisque déjà en 2020, la demande en pétrole a été 7% plus faible qu'en 2019, du fait de la situation exceptionnelle 2020, les confinements, etc. Et donc, on imagine qu'elle repartirait à la hausse, mais évidemment à un niveau plus faible que nos trajectoires d'avant la crise. Dans un scénario d'une reprise retardée avec des perspectives économiques plus moroses, cette reprise est plus faible. Mais on est encore très loin du scénario développement durable, qui est donc aligné sur les objectifs climat, où là, il faudrait une très forte chute de la demande en pétrole pour les véhicules, pour le transport de longue distance. Ce qu'on observe, c'est que même dans ce scénario, la pétrochimie, donc l'utilisation de pétrole pour faire des plastiques, par exemple, continue à augmenter et on estime que dans les 10 prochaines années, 60% de la demande en pétrole sera déterminée par, de la hausse de la demande en pétrole sera déterminée par les plastiques, alors qu'historiquement, c'était pour les transports. Par ailleurs, peut-être une spécificité africaine sur ce point, c'est que d'après nos estimations, on voit aussi que la demande en pétrole en Afrique, elle serait déterminée par deux éléments. D'une part, les véhicules, puisqu'aujourd'hui, on a un taux d'équipement en véhicules qui est très faible. On a 15 voitures pour 1000 personnes en Afrique subsaharienne. Ce taux est amené à augmenter et la population elle-même va augmenter. Donc, la flotte totale de véhicules sur les routes africaines va augmenter, va consommer plus de pétrole. Et le deuxième consommateur de produits pétroliers, ce serait le GPL, notamment en substitution aux autres solutions de cuisson. Voilà, je voulais finir sur cette grande introduction sur la demande, puisque c'est la demande qui peut vraiment déterminer assez fortement l'avenir de cette industrie du pétrole et du gaz en définissant les besoins de développer des nouvelles ressources et le niveau d'investissement qui en résulte. Voilà pour cette première partie. Je propose qu'on rentre maintenant un petit peu plus dans des choses techniques liées à la modélisation et notamment la question des prix. On revient sur notre grand schéma. On a vu donc tout à droite la partie demande, donc secteur par secteur. Par exemple, dans le transport, selon le nombre de kilomètres que les personnes vont parcourir, selon la quantité de marchandises que je vais vouloir déplacer, quelle sera la demande en énergie finale et donc la demande en produits pétroliers, essence ou diesel par exemple, et donc quelle sera la demande en pétrole brut pour mes raffineries. Donc sur chaque secteur, on remonte ainsi la chaîne de la demande à la transformation et à l'offre, et ça nous amène donc à notre modèle sur l'approvisionnement. Alors, à l'AIE, on a ce grand modèle que vous voyez, ce schéma est en fait coupé en deux. Il y a toute une partie qui concerne la demande et la transformation avec le secteur de l'électricité et une autre qui concerne l'approvisionnement. La raison pour laquelle on n'a pas tout sous un seul modèle, c'est qu'en fait, il y a tellement de données, de calculs, que les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour tout gérer. Et donc, on a d'un côté plutôt une approche demande et électricité qui va nous donner des informations sur la demande en énergie primaire, la quantité de charbon, de pétrole, de gaz dont on a besoin, et de l'autre côté, un modèle sur l'approvisionnement. Et donc, on va le voir par rapport à la question des prix. C'est le prix qui va permettre l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, plus en détail, en termes de structure, on distingue
pétrole, gaz naturel et charbon qui ont chacun un modèle propre, mais il faut garder en tête que pétrole et gaz sont interconnectés. Et puis, vous savez, souvent quand on exploite de l'huile, on a aussi du gaz qui vient. En termes géographiques, on a aussi des modèles qui sont structurés selon les énergies. Le pétrole est vraiment par essence une énergie qui est mondialisée, donc qui peut être produite à un point de la Terre, raffinée à un autre, achetée à un troisième. Donc en fait, on a un marché mondial du pétrole, et donc notre module de modélisation du pétrole fait se rencontrer l'offre mondiale et la demande mondiale. Pour le gaz et le charbon, on est sur des marchés un petit peu plus régionaux. Alors, le charbon, c'est une énergie qui est souvent consommée relativement près de son lieu de production, quasiment national pour des très grandes économies comme la Chine ou pour l'Afrique du Sud, ou régionale. Pour le gaz, on a historiquement un transport du gaz qui a beaucoup été fait par des infrastructures fixes, les gazoducs, où donc le lieu de production et le lieu de consommation sont prédéterminés. Donc ça va impacter notre modèle sur dans quelle région, dans quelle géographie ces gaz sont produits et consommés. Mais avec le GNL, on a de plus en plus une mondialisation du marché gazier, et il est de plus en plus possible de consommer du gaz n'importe quel endroit de la planète. Et d'ailleurs, dans nos projections, on voit que le gaz va être amené à être encore plus produit. Une molécule de gaz fera en moyenne 2 fois plus de kilomètres entre son lieu de production et son lieu de consommation dans 20 ans qu'elle ne le fait aujourd'hui. Les prix, on y revient dans une seconde sur leur rôle. Et puis, évidemment, on dit pétrole et gaz, mais il y a beaucoup de sous-types et de sous-catégories de produits que je vais rapidement vous détailler. Alors, les prix, comment sont-ils construits? On parle donc de prix internationaux qui permettent à ces marchés qu'on a décrits d'être à l'équilibre, puisqu'il faut que le prix soit assez élevé pour que il soit possible de développer les ressources, donc que chaque acteur de la chaîne de valeur de la production puisse se rémunérer, donc que ce soit possible d'exploiter une ressource, couvrir tous les coûts pour l'entreprise, pour l'État donc qui dispose de ces réserves, pour les acteurs qui vont déplacer, qui vont traiter ce produit. Mais il faut aussi que ce prix soit suffisamment bas pour qu'il reste abordable et pour qu'il puisse satisfaire la demande. Donc, comment on va faire dans l'ordre? On va regarder d'abord la demande, voir quelle est la quantité de pétrole nécessaire, fixer un premier prix qui permet à l'ensemble des consommateurs donc d'acquérir ce pétrole, et voir si ce prix est à un niveau assez élevé pour que la production suive. S'il est trop faible et donc il ne permet pas les investissements, on va essayer avec un prix un peu plus élevé, voir l'impact sur la demande, et ainsi de suite avec une logique itérative. Un autre point important, c'est que de ce fait, on a une trajectoire de prix qui est lisse, puisqu'elle vise à atteindre un équilibre vraiment on va dire de long terme entre la production et la consommation, alors qu'on sait que dans la réalité, les prix du pétrole sont extrêmement volatiles et varient beaucoup. Et voilà, et loin de nous la prétention de prévoir le prix futur du pétrole. Voilà, le prix du baril est un élément qui est suivi de très près, et je pense que personne n'a de boule de cristal pour l'anticiper très précisément. Ce qui est certain, c'est que dans la modélisation dont on vous parle, on ne cherche pas à anticiper le cours du baril à court terme. On pourrait le faire avec d'autres outils, mais là, dans cet outil, la question que l'on se pose, et il faut toujours revenir à ça quand on fait de la modélisation, à quelle question on veut répondre? Eh bien, la question qu'on se pose, c'est comment peut-on atteindre, sur une trajectoire moyen-long terme, un équilibre entre l'offre et la demande? Donc, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est ce type de courbe avec, vous voyez, les prix historiques qui, eux, fluctuent beaucoup. Et pour notre part, quand on se projette à horizon 20 ans, selon le scénario, des trajectoires linéaires. Selon quoi elles vont varier? Les scénarios les plus en haut, rouge et bleu, alors on imagine une demande en pétrole qui est très soutenue,
Donc, il va falloir aller développer des réserves, enfin, des ressources pétrolières peut-être plus complexes, plus éloignées, avec un coût d'investissement plus important. Et donc, ce coût supérieur va être reflété dans le prix et le baril serait amené à augmenter. Inversement, dans la trajectoire verte, développement durable, où on mise sur une demande en pétrole qui diminue, eh bien, dans ce cas, le pétrole qui pourra répondre à cette demande pourra être exploité à un coût plus faible, et donc on verrait une diminution du prix. Alors voilà, c'était très rapide sur la question des prix. On va rentrer un petit peu plus dans comment est structuré notre modèle sur l'approvisionnement en combustible fossile. Alors, pétrole, c'est un mot générique pour décrire beaucoup de produits. Vous l'avez vu la semaine passée avec les équipes statistiques. C'est vrai également du charbon et du pétrole. Il y a beaucoup de types différents, deux grandes familles, le conventionnel et le non conventionnel, qu'on va ensuite séparer en différents types. Pour l'exemple du pétrole brut, on va avoir du pétrole à terre ou du pétrole en mer. On va avoir du pétrole peu profond ou profond, ultra profond. Donc là, il y a beaucoup de notions géologiques et chimiques qui rentrent en compte pour bien qualifier le produit dont on parle. Et pour le pétrole non conventionnel, c'est pareil, on a des pétroles de schiste par exemple. On a également des pétroles qui ne sont pas des produits primaires, mais qui sont issus d'autres sources. On peut on peut obtenir du pétrole à partir de charbon. De même, on peut obtenir du pétrole à partir de gaz. Donc, beaucoup de produits différents. Et pour le gaz, c'est un petit peu plus simple, mais il reste tout de même aussi une typologie assez détaillée, toujours conventionnelle, non conventionnelle. Et ensuite, selon la nature de la ressource, selon les éléments géologiques, on aura différents types de gaz. Comment on réalise cet exercice de modélisation? Alors, comme toujours, on regarde beaucoup de données. On va regarder des données historiques. Voilà. On n'insistera jamais assez sur le fait que pour pouvoir faire de la modélisation des projections, il faut avoir une bonne compréhension de la situation actuelle et des tendances passées. Donc, on va regarder quels ont été les niveaux de production par le passé. Ensuite, on va essayer d'anticiper à court moyen terme, donc disons sur 5 ans, les projets qui sont déjà sanctionnés, donc qui sont en cours de développement et qui vont amener à de la production future de pétrole ou de gaz. On va regarder un peu plus loin la totalité des ressources qui sont techniquement récupérables et ces ressources qui sont restantes. On va regarder l'ensemble des coûts, donc les coûts de recherche-développement, les coûts d'exploitation. On va regarder, toujours sur le plan économique, les régimes fiscaux. Donc, les montages ne sont pas pareils pays par pays, avec des royalties, avec des schémas extrêmement complexes pour définir comment la valeur économique est partagée. On va regarder les aspects très financiers du taux d'actualisation, par exemple. Et on va regarder le taux de déclin, on y reviendra, et les courbes, un petit peu les profils de production de chaque champ. Et donc, avec tous ces éléments, on va pouvoir, en repartant de la demande mondiale, comme on le fait souvent, on regarde secteur par secteur, le transport, l'industrie, l'agriculture, quelle est la demande en pétrole. Et de là, on peut voir la demande qui va être non, la demande future qui n'est pas encore satisfaite. Alors, il y a la production existante, les champs qui sont déjà en exploitation, qui vont pouvoir satisfaire une partie de cette demande future. Par exemple, l'exploitation qu'il y a, me semble-t-il, dans le Congo central, avec quelques dizaines de milliers de barils, corrigez-moi si je me trompe dans les ordres de grandeur, qui vont continuer à être produits dans les prochaines années et qui vont pouvoir satisfaire une partie de la demande future. Mais on a aussi la nouvelle production à développer pour compléter et pour également satisfaire une partie de cette demande. Et donc, à chaque fois, on va regarder les profils de production, leur rentabilité économique, avec notamment la VAN, la valeur actuelle nette. Donc ça, c'est quelle sera la valeur économique qui sera dégagée au fil du temps de l'exploitation
d'un champ pétrolier. Et en classant ces différents projets en fonction de leur vanne, donc de leur rentabilité économique, si on simplifie, on va pouvoir définir quelles seront les nouvelles ressources qui seront mises en service, voilà, en fonction de ces éléments économiques et aussi des contraintes logistiques. Et la logique, c'est vraiment de reproduire les décisions d'investissement qu'on pourrait être amené à faire dans l'industrie pétrolière, exploitation par exploitation, champ par champ. Donc à nouveau, le point central, c'est la valeur actuelle nette. Donc quels seront les flux économiques futurs de l'exploitation économique de ce projet. Et donc pour cela, il y a tous ces éléments qui rentrent en compte. Le prix de vente, les coûts qui eux-mêmes se décomposent avec de nombreux postes différents, les taxes qui sont appliquées, des facteurs de risque. Et de là, on peut anticiper, en fonction évidemment de la disponibilité des ressources et des contraintes logistiques et techniques, quelles seront les réserves qui seront développées. Alors, on va parler rapidement des profils de production et des investissements qui en découlent. Alors, chaque champ pétrolier produit selon un profil type qu'on peut regrouper en différentes catégories. Là, on vous en propose 3. Donc, ce que vous voyez sur cette illustration, c'est à temps zéro, les premiers investissements ont lieu. Donc ça fait déjà suite à toute la phase d'exploration. Et donc, à partir du moment où on réalise les premiers investissements, la production va prendre quelques années à décoller. Dans une courbe comme celle rouge, qui est une courbe type Golfe du Mexique, on va avoir une augmentation très importante et atteindre le maximum de production à peu près au bout de 5 ans. Donc là, cette année, on va pouvoir produire à peu près 9% de la totalité du champ et l'exploiter cette année. Puis, cela va diminuer progressivement. On a d'autres profils, les bitumes au Canada par exemple, où on va également attendre 4, 5, 6, voire et là 8 ans pour atteindre un niveau maximum de production annuelle, mais qui va rester stable pendant les 20 années qui vont suivre. Donc, à nouveau, quand on modélise la production, on va regarder champ par champ, quel est le profil type pour savoir quel sera le niveau de la quantité de pétrole, de gaz qui sera généré année après année pour ce champ. Et c'est nécessaire de faire ça puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre comment l'offre va répondre à la demande. Là, si on regarde ce graphique, on s'arrête à l'année 2015, on voit la ligne noire qui est la demande, qui est entièrement satisfaite par la production. Cette production existante, elle va décliner au fur et à mesure du temps. Donc, comme on vient de le voir, chaque champ a un profil de déclin naturel. En revanche, la demande, elle va continuer à évoluer différemment. Donc là, dans ce scénario, elle augmente légèrement chaque année. Donc, il va falloir combler cet écart. Et avec ce qu'on vient de voir, avec le profil de chaque champ, imaginons qu'on développe un nouveau champ qui va répondre à une partie de la demande et continuer à produire année après année avec un niveau de production qui va diminuer progressivement. Donc, il faut développer un autre champ qui va permettre de combler l'espace, etc., etc. Et donc, on est vraiment sur une logique où il faut continuer à investir dans des nouveaux champs pour toujours pouvoir combler la demande par rapport à la production existante, dont vous comprenez bien qu'il y a une inertie sur le long terme. Et alors, si on se positionne dans un scénario de développement durable en accord avec nos objectifs de climat, c'est la question qui vous était posée. Est-ce qu'il faut encore investir ou est-ce qu'on peut juste exploiter les champs actuels? Eh bien, d'après nos calculs, oui, il faut continuer à investir. Après, cela voudra peut-être dire que les ressources exploitées ne seront pas les mêmes ou elles ne seront pas exploitées au même niveau. Mais donc voilà, même si cette courbe de la demande, elle diminue, dans nos dernières estimations, elle diminue plus. Elle n'est plus à 80, mais peut-être à 10 millions de barils jour
Et on a également un scénario qui permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050, où cette courbe diminue encore plus fortement. Mais dans tous les cas, il faut combler l'écart entre la production des champs existants et cette demande. Et donc, ça implique d'investir et de développer des nouvelles ressources. Alors là, on était plutôt sur la partie amont, donc vraiment la production du pétrole brut, du gaz. Je vous propose qu'on fasse un petit peu un arrêt sur la raffinerie. Alors la raffinerie, si vous avez encore en tête notre schéma, ce n'est plus exactement dans l'amont, on est dans un processus de transformation, puisqu'on prend une énergie primaire, le pétrole brut, pour faire simple, et on va le transformer en produits pétroliers finis, du diesel, de l'essence, du kérosène, du bitume, beaucoup d'autres produits. Donc c'est plutôt un module de transformation comme l'électricité, où on part de charbon ou bien du potentiel hydro et on le transforme en électricité. Mais on l'a traité ici dans cette session sur les combustibles fossiles, puisque thématiquement c'est un petit peu plus proche et on parle un petit peu plus on est plus cohérent de l'inclure ici. Alors, le raffinage, c'est le lien clé entre l'offre de pétrole, qui sera donc une offre en pétrole brut, et la demande, qui elle est une demande en produits pétroliers. On a 8 catégories de produits pétroliers, et c'est la première étape que de identifier la demande pour chacun de ces produits, pour ensuite en déduire quelle sera l'activité des raffineries et voir les équilibres. Donc j'y reviens étape par étape. Quelle est la demande en produits pétroliers? Donc là, c'est ce dont on a parlé plusieurs fois. On regarde secteur par secteur de combien de marchandises je veux déplacer euh, avec des véhicules thermiques, quelle quantité de personnes je veux déplacer, l'intensité de l'aviation, les besoins dans l'industrie, etc., etc. Et donc, on va avoir une demande pour le GPL, pour la cuisson, pour le naphtha, pour l'essence, le kérosène ou le jet pour l'aviation, par exemple. Et pour faire cette modélisation, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur des bases historiques ou bien sur des exercices de modélisation supplémentaires. Il y a quelques particularités pour le transport. La demande en diesel, en essence, elle est estimée plutôt au niveau des modules de demande, comme on l'a vu précédemment. Pour le GPL, c'est pareil, ce sera effectué dans les modules de demande quand on regarde plutôt l'accès à la cuisson propre. Pour le reste, on va plutôt traiter cet exercice de modélisation dans notre partie gauche, plutôt la partie amont, en s'appuyant sur les consommations historiques, donc quelle a été la quantité de naphtha ou de mazout qui a été demandée au cours des dernières années. Ensuite, il faut regarder les cycles de raffinage, puisque le processus de la raffinerie consiste à prendre des produits bruts, les traiter, mais il y a évidemment des consommations propres de la raffinerie et parfois des gains de traitement. On en a parlé dans la partie statistique, où on peut, selon le produit, avoir une plus grande quantité physique d'un autre produit. Donc, on va à nouveau regarder la totalité de ces produits. Regarder comment la raffinerie fonctionne et quelles sont les capacités pays par pays. Donc nous, on a une base de données où on recense 112 pays avec des unités de distillation de brut, séparateurs de condensat. Donc on sait bien, les raffineries sont toutes très différentes. Elles sont de plus en plus spécialisées, donc elles vont pouvoir accueillir un certain type de pétrole brut et en sortir un certain type de produits pétroliers. Et donc à chaque fois, il y a des processus qui sont propres, des coûts, des marges économiques qui vont varier et donc une variation assez forte entre les raffineries. Et la dernière étape, une fois qu'on a cette vision sur les demandes, les capacités de raffinage et l'approvisionnement en produits pétroliers, eh bien, c'est de regarder région
par région et de voir comment les marchés peuvent s'équilibrer, puisque il est possible que un pétrole brut soit exploité dans une zone, raffiné dans une autre, consommé sur place ou vendu dans une autre région. Donc il faut faire cet équilibre avec ces 3 étapes: la demande en produits pétroliers dans la région, les capacités de raffinage et les importations. C'est exactement ce qu'on a fait dans le petit exercice simplifié Excel où on parlait du transport avec les véhicules. Peut-être une analyse aussi qu'on vous partage là sur le type de produits qui sortent des raffineries. Donc de plus en plus, on fait ce qu'on appelle des produits du haut du baril, donc des produits les plus légers. Vous voyez, quand on traite du pétrole, on passe dans une colonne de distillation et les produits les plus légers, donc les molécules les plus légères vont être celles qui vont être exploitées en première, et les produits les plus lourds, le bitume par exemple, vont être ce qu'on appelle le bas du baril. Et donc, il y a une demande en produits pétroliers légers qui est de plus en plus importante. Donc, les raffineurs doivent trouver un moyen d'augmenter les rendements pour produire un maximum de ces produits les plus légers. C'est la tendance au niveau des marchés. Dernière petite partie, et ensuite je passe la parole à Marco pour illustrer cela avec un exercice sur Excel. C'est évidemment la question de la durabilité de cette industrie. Vous le savez bien, l'industrie oil and gas est responsable d'une grande partie des émissions. Alors, il y a des émissions à différents moments de la chaîne, de la production même, le transport, le traitement et la consommation. Mais donc, le cycle de vie d'un produit pétrolier est très émissif à tous ces moments de la chaîne. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une variation selon les pétroles. Il y a des barils qui émettent relativement peu, qui ont une intensité en termes d'émissions assez faible, et d'autres pour lesquels elle est très élevée. On voit qu'on passe du simple un rapport de 1 à 7 sur l'ensemble de cette courbe. Et les émissions peuvent provenir de plusieurs postes. Il y a l'énergie dont on a besoin pour extraire la ressource, donc il faut de l'énergie pour créer l'énergie, bien sûr. Il y a également le cas du torchage des gaz, notamment les fuites de méthane, on y reviendra, le transport, le raffinage et le transport à la fois du brut, donc les tankers qui vont déplacer le pétrole brut, et ensuite le transport des produits raffinés. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un poste très important, c'est le raffinage qu'on voit, mais aussi le méthane. On va y revenir dans une seconde. C'est le cas aussi pour le gaz naturel, où là, le méthane est aussi extrêmement importante. Et on a des fuites de méthane qui font que c'est une source d'émissions très importante. Or, sur laquelle on peut agir très facilement, puisque aujourd'hui, si on regarde l'industrie pétrolière et gazière, il y a environ les émissions qu'elle génère pour les opérations, donc ce qu'on vient de mentionner, extraire la ressource, la traiter, la transporter, cela représente 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc si c'était un pays, ce serait parmi les premiers pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Or, on voit qu'il est possible de s'attaquer à une grande partie de ces émissions. Notamment, c'est la partie orange foncé, de réduire les émissions de méthane. À l'AIE, on suit de plus en plus près les émissions de méthane, et on vient de faire une publication sur ce sujet où on réalise que l'an dernier, par exemple, il y a eu 70 millions de tonnes de méthane qui ont été émises de fait de ces opérations. On arrive de plus en plus à les suivre par des images satellites. Et les conséquences sont dramatiques, puisque le méthane est un gaz qui a un potentiel de réchauffement qui est bien supérieur à celui du CO2, même s'il a une durée de vie dans l'atmosphère plus faible. Donc c'est vraiment un des axes majeurs pour s'attaquer au problème des émissions. Et à nouveau, l'AIE suit les émissions année après année et vient de publier aussi des rapports avec des recommandations pour que l'industrie du pétrole et du gaz puisse s'attaquer à ce problème. Il y a à la fois des choses qui relèvent des procédés et de ce que peuvent faire les opérateurs, mais aussi ce que peuvent faire les régulateurs, le gouvernement, les ministères, pour mettre des normes et s'attaquer à ce problème.
Et donc, pour conclure, on voit que les investissements dans un scénario de développement durable, eux, s'ils restent dans les prochaines années à peu près au niveau qu'on a connu, seraient amenés tout de même à diminuer dans ce scénario de développement durable, avec aussi une augmentation des investissements pour des liquides et du pétrole et du gaz qui seraient bas carbone et d'autres fuels qui, eux, seraient vraiment très bas carbone, comme de l'hydrogène, du biométhane ou des biocarburants. Je m'arrête là. Alors, je suis désolé, il est midi, on est déjà au terme, mais je voudrais quand même qu'on prenne 10 minutes pour que, Marco, si tu peux réussir à te connecter, nous présenter l'exercice Excel rapidement. Bien sûr, Arnaud. Je vais prendre l'écran en espérant toujours avoir plus de problèmes avec le Wi-Fi. Euh, Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran Excel? Alors, pour moi, c'est en train de charger et l'audio est assez mauvais. Vous pouvez voir mon écran? Non, pas encore. Non, pour moi, ça ne charge pas. Est-ce que tu peux réessayer, Marco, d'arrêter et relancer? Bon, écoutez, on a beaucoup de difficultés techniques aujourd'hui, j'en suis vraiment navré. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Euh, je vais vous envoyer là tout de suite l'exercice Excel sur le secteur de l'électricité et celui-ci sur le secteur des hydrocarbures. Et je vous invite à le regarder et à nous adresser vos questions. À nouveau, toutes nos excuses pour les soucis. Désolé qu'on n'ait pas la possibilité de vous le présenter. Ce que je vous invite également à faire, donc pour les participants de RDC, c'est de répondre à mon email avec vos souhaits sur les points à aborder lundi entre 9 h et 11 h. Je pense notamment qu'on pourra revenir sur les exercices sur lesquels on est passé un peu vite, notamment celui-ci sur l'approvisionnement qu'on n'a pas pu vous présenter, mais on souhaite surtout reprendre du temps sur les sujets qui sont prioritaires pour vous. Donc voilà, par un rapide mail, dites-moi les sujets qui sont les plus importants et on repassera dessus et surtout on fera un maximum d'aller-retour de questions-réponses. Merci à tous pour votre attention et encore désolé pour les difficultés techniques. Je vous souhaite une très belle journée à vous tous et donc on se retrouve lundi à 9 h pour une nouvelle session pour les participants de RDC et ensuite mercredi pour tous. Très bonne journée à tous, au revoir.